Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. À 2 jours de l'ouverture du Salon nautique de Paris et en plein milieu de la COP21, nous vous présentons aujourd'hui 2 projets étonnants, 2 projets à la fois marins et écologiques, à commencer par un bateau qui navigue face au vent grâce à sa grande éolienne. Et c'est vous qui l'avez imaginé, Charles-Henri Viel, bonjour. Tout à fait. Bonjour. À vos côtés, Gaëtan Fouquier, bonjour. Bonjour. Vous avez de votre côté développé une solution de carénage mobile et on parle de vos inventions tout à l'heure ensemble. Et puis comme chaque mercredi, nous ferons le point sur les événements culturels à ne pas manquer dans le Finistère avec vous, Gwen, bonjour. Bonjour Pauline. Alors le programme est chargé. Oui, on va voyager en musique cette semaine, du Brésil au Canada, en passant par le Congo ou la Chine et la Bretagne, bien sûr. Un joli tour du monde, ce sera tout à l'heure dans l'Instant Culture. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 2 décembre. À Quimperlé coule l'Isole, mais cette rivière est à sec depuis le mois de juillet. Après les graves inondations de l'hiver 2013-2014, consolider les immeubles d'habitation était indispensable. Camille Pochet a fait le point sur le chantier 15 jours avant la remise en eau de la rivière. L'Isole est à sec. Depuis début juillet, la rivière quimperloise coule dans le lit de sa voisine, l'Élé. Si l'Isole est déviée, c'est pour mener un chantier de consolidation de ses berges. Après les inondations de l'hiver 2013-2014, il faut réparer les dégâts considérables qu'ont subis les immeubles du bord de la rivière. Ce mardi, l'Isole devait être remise en eau, mais le chantier a pris du retard. Il y a eu effectivement depuis début septembre plusieurs jours d'intempéries, où il y a des fortes pluies, qui ont un petit peu effectivement ralenti l'avancement des travaux. La difficulté de ce chantier, c'est le fait tout d'abord de travailler dans une rivière qui a été mise à sec, en l'occurrence pour la réalisation des travaux, dans un endroit confiné, avec des accès difficiles et surtout un temps réduit pour travailler. L'objectif de ces travaux, c'est de consolider l'assise des murs et de leur fondation. Dans le sillon de l'Isole, de 10 à 30 ouvriers travaillent pour 5 entreprises. Ils en sont à la phase finale des travaux. Si ce chantier de consolidation était indispensable, il coûte cher à la municipalité. Alors c'est 3 millions d'euros de travaux en tout, dont une bonne part pour la ville, 1,1 million d'euros de travaux, 1,8 pour les propriétaires privés. On a été bien accompagnés tout de même, mais qui laissera une charge à la ville de Quimperlé entre 400 et 500 000 euros tout de même. C'est vrai qu'on a souvent parlé des difficultés de discussion avec les assurances ou leurs représentants. Je vais tenter de dire qu'à force de ténacité, nous y sommes parvenus, chacun a bien compris les enjeux et aujourd'hui, de ce point de vue, nos relations sont totalement apaisées, les contrats ont pu être signés et donc ces travaux ont bien été faits. En marge de la consolidation des fondations des immeubles, les berges de l'Isole sont aussi en cours d'aménagement. Un espace dédié à la promenade verra le jour le long de la rivière. Après 5 mois de travaux, l'Isole devrait retrouver son lit le mardi 15 décembre ou le mercredi 16. Et comme chaque jour dans l'Instant T, on vous présente l'un des partis en lice pour les élections régionales. Ce mercredi, on termine avec la 11e et dernière liste présente pour les élections. Il s'agit de Lutte ouvrière, dont la liste finistérienne est menée par Patricia Bloss. Comme à chaque tête de liste du Finistère, nous lui avons posé 4 questions concernant les transports, les énergies renouvelables et l'économie. On écoute ses réponses. Dans un contexte d'arbitrage budgétaire, la priorité de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris ne va-t-elle pas privilégier le développement de l'axe Rennes-Nantes au détriment du réseau des TER et donc de la Pointe bretonne? C'est pas notre souci. Que Quimper, Brest ou Rennes soient prioritaires par rapport au transport, là n'est pas le problème. Nous ne nous situons pas sur ce genre de terrain. En 5 ans, quelle part d'énergie renouvelable souhaitez-vous atteindre en Bretagne? Les énergies renouvelables, c'est sûr que c'est l'avenir. Mais nous, de notre point de vue, les propriétaires des entreprises qui créent les énergies auront des opinions là-dessus plus que nous, quoi.
Quel est le secteur économique breton sur lequel la région doit concentrer ses efforts pour dynamiser l'économie régionale? Là, une fois de plus, c'est vraiment pas le terrain. Bon, il y a les problèmes régionaux. En fait, de notre point de vue, il n'y a pas de problèmes régionaux, il n'y a que des problèmes nationaux. Hein. Nous, on se situe sur le terrain de lutte de classe. Donc, bon, franchement, votre question, bon, c'est pas du tout. Comment dire, c'est pas du tout une priorité pour nous. Pour nous, le fait de se présenter à des élections, c'est surtout pour faire entendre notre point de vue et pour que les personnes qui se sentent concernées justement par la lutte de classe, qui se sentent atteintes dans leur vie de travailleurs, dans leur vie des classes populaires, puissent s'exprimer. C'est un moyen que nous leur donnons pour pouvoir exprimer leur point de vue et puis ce qu'ils pensent vraiment de la situation. Hein. C'est pas plus régional que national. Si vous êtes élu à la région, quelle sera la première mesure que vous prendrez? On sera là pour faire entendre, le camp des travailleurs, pour faire entendre la voix de toutes les personnes qui se sentent concernées justement par ce qui se passe. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'on veut être présent. Enfin, présent ou pas présent, le problème n'est pas là, hein, mais qu'on fasse entendre la voix des opprimés, la voix des gens qui sont exploités. Bon voilà, c'est ça qui est important pour nous. C'est pas de prendre telle ou telle décision. De toute façon, c'est pas nous qui prendrons les décisions. La lutte ouvrière qui est l'un des 11 partis en liste lors des élections régionales qui se déroulent les 6 et 13 décembre. Alors notez aussi que ce jeudi à 19h sur TBO, Julie Sicot reçoit Jean-Yves Le Drian dans Tant pis si ça pince. Et à 20h45, toujours ce jeudi, vous retrouvez 5 têtes de liste régionales pour un grand débat. Ils sont 3000 scaphandriers travaux publics en France. Soudeurs ou électriciens à 50 mètres de profondeur, un métier insolite qui fait fantasmer les adeptes de plongée. Depuis octobre dernier, une formation est proposée par l'AFPA d'Auray dans le Morbihan. Reportage de Karine Chevrolier pour TB Sud. Leur territoire, les eaux profondes, leur mission, effectuer des travaux publics sous-marins. Ce sont les scaphandriers. Ce métier atypique, physique et risqué est destiné à des personnes avec un niveau 3 fédéral de plongée. L'AFPA d'Auray propose désormais de s'y former, mais attention, pas d'amalgame avec la plongée de loisirs. Elle s'adresse à des personnes qui ont déjà une expérience de la plongée et qui en même temps ont construit un projet professionnel, qui savent ce que sera le métier de scaphandrier de travaux publics. Et on va dire qu'on apprend 3 domaines de compétences, le soudage, découpage, le coffrage, branchage et tout ce qui concerne la topographie. Après, il y a d'autres compétences qu'on acquiert autour du dévasage, autour de l'ensouillage. C'est un vrai travail, j'ai envie de dire, dédié aux travaux publics. Cette formation a vu le jour grâce à un partenariat entre l'AFPA d'Auray et l'Institut national de plongée professionnelle à Marseille. L'un apporte ses compétences en formation, l'autre en travaux publics sous-marins. Pour eux, la base des sous-marins de Lorient est devenue un terrain de jeu idéal pour se former. Dans un passé professionnel où j'étais officier de marine, j'ai passé 2 ans dans une alvéole à Brest, dans la base sous-marine de Brest, et j'avais vu tout le parti qu'on pouvait tirer en termes d'instruction de cet espace qui est clos, qui est soumis au courant, à la marée et à des visibilités sous-marines qu'on ne rencontre pas en Méditerranée. Voilà le lien, effectivement, c'était de pouvoir proposer aux scaphandriers un espace sûr, à la fois soumis au courant et aux marées, qui rencontre des conditions de plongée différentes et un peu plus difficiles qu'en Méditerranée. Depuis la mi-octobre, ils sont donc une douzaine à suivre cette formation de 20 semaines. Des personnes âgées entre 22 et 42 ans venues à 50% de la Bretagne pour un métier dont la pratique se limite à une dizaine d'années. Allez, maintenant, on remonte à la surface avec 2 projets étonnants dont nous parlent nos invités. Charles-Henri Viel, vous avez imaginé un bateau qui navigue grâce à la force du vent, mais qui, à l'inverse des bateaux à voile, peut se diriger face au vent, et cela grâce à une éolienne. Comment est née cette idée ? Alors cette idée m'est venue il y a quelques années, et puis elle est tout à fait dans la filière des énergies renouvelables, la transition énergétique, qui est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. J'ai toujours été sensible à cet aspect des choses. Donc le principe de la voilure tournante, c'est non pas d'utiliser une voile fixe
qui développe une poussée pour faire avancer le bateau, c'est de convertir directement l'énergie du vent en puissance mécanique. À partir du moment où on a une puissance mécanique, on fait tout ce qu'on veut à bord, que ce soit la propulsion ou les autres énergies. Et s'il n'y a pas de vent, Charles-Henri? Alors s'il n'y a pas de vent, comme on a transformé la force du vent en puissance mécanique ou en puissance électrique, on peut pallier la chose en incluant du stockage d'énergie sur des batteries. D'accord, donc il y aurait une batterie. Alors au contraire, à quelle vitesse pourra-t-il aller ce bateau, donc qui s'appelle Archinaut, s'il y a beaucoup de vent? Alors, déjà, est-ce qu'il y a une limite de vent pour naviguer avec? Selon les bateaux qui vont être conçus, plus ou moins grands, les limites vont être différentes. Alors le bateau tel qu'il est présenté correspond à un prototype de 12 mètres de long sur 9 mètres de large. C'est un bateau comparable à un bateau de plaisance dans sa gamme de navigation. Ce qu'on peut retenir au niveau de la vitesse, un potentiel de vitesse qui est équivalent à peu près à la moitié de la vitesse du vent. C'est-à-dire si on a 20 nœuds de vent, le bateau a un potentiel de vitesse de l'ordre de 10 nœuds. Si on a 40 nœuds de vent, on ne va pas chercher à 20 nœuds, surtout pas face au vent, parce que c'est la mer qui va lier. Par rapport à un bateau traditionnel, non, ça peut être comparable. D'accord. Sachant que le bateau traditionnel, c'est assez large, puisqu'on peut aller du bateau de course extrême, qui est extrêmement rapide, parce que très léger, parce qu'extrême, à un bateau de plaisance beaucoup plus raisonnable, ou un bateau de travail qui est encore différent. Alors pourquoi personne n'y avait pensé avant? C'est ce qu'on se demande quand on voit ce projet qui est quand même assez extraordinaire, Charles-Henri. En fait, si. On y avait déjà pensé. Vous n'êtes pas le premier? Non, du tout. Je ne suis pas l'inventeur. Je redécouvre parce que je voudrais développer cette technique parce qu'elle est vraiment une très bonne réponse à la problématique de la transition énergétique, mais elle a été mise en évidence depuis 1920. Ah oui, c'est très vieux comme projet. C'est pas du tout nouveau. Et c'était d'ailleurs un ingénieur qui s'appelait Monsieur Breton, je ne l'ai pas inventé, qui a fait la démonstration. Et qui n'était pas breton? Je ne sais pas. Démonstration qui avait eu lieu à Paris. Sur la Seine. Alors, c'est pour qui ce bateau-là? Pour des particuliers, pour des bateaux passagers, des ferries, pour de la marine marchande, voire de la pêche, vous pensez? Alors, le bateau qu'on voit sur le site internet, qui fait l'objet des illustrations, c'est un premier bateau, c'est une première réalisation qui a une vocation médiatique pour ouvrir le développement. D'accord. Le principe en lui-même, il peut s'appliquer à 4 marines sur 5, puisqu'on va dire, il peut s'appliquer à la pêche, il peut s'appliquer au transport maritime. Il peut porter des charges lourdes sans problème, des containers par exemple. Alors, les containers, c'est le mode de chargement qu'il va falloir étudier, mais d'une manière générale, le facteur d'échelle est favorable. Plus un bateau est grand, plus il y a de potentiel de vitesse, et ce sera vrai également pour le principe Archinaut. Vous disiez 4 marines sur 5? 4 marines, donc je disais. Donc laquelle n'est pas... Alors, celle que je mets de côté pour l'instant, c'est la marine militaire. D'accord, évidemment. Quels sont... alors, est-ce que vous l'avez testé d'abord? Vous avez fait, je crois, un petit j'ai fait tout à fait au début du projet. Ce que j'appelle un démonstrateur, parce que c'est extrêmement rudimentaire, c'était aussi un genre de go, no-go sur le projet. Parce que j'aime bien, je suis ingénieur, donc je manipule à peu près bien les chiffres et les équations, mais il est indispensable d'avoir aussi une vérification concrète, d'avoir touché quelque chose de physique, pour ne pas dire de bêtises. Les équations, c'est bien, mais ça dit beaucoup de bêtises quand on n'a pas une confirmation avec du concret. Et donc, ça marchait, ce petit prototype, il fait 1,50 m, il fonctionne. Alors, il est fait pour aller uniquement face au vent, parce que c'est le plus difficile. Si on sait faire ça, on sait faire le reste. Et il a fonctionné sans difficulté, pas très rapidement. d'inconvénient remarqué pour l'instant Non, ça s'est fait assez vite le deuxième jour où je l'ai mis à l'eau, donc c'est dire qu'il n'y a pas eu de difficulté majeure pour le fonctionnement. Vous avez parlé de ce projet à des skippers, des navigateurs, des capitaines de bateaux. Comment ils réagissent J'ai rencontré du monde dans le domaine maritime. Généralement, ils accueillent bien le projet, ils trouvent que c'est original. Ils n'ont pas peur, c'est déjà une très bonne chose. Ils n'ont pas d'objection majeure. Et où en êtes-vous du projet? Quand est-ce qu'on pourra voir le premier Archinaut voguer? Alors là, j'en suis dans une phase de médiatisation pour intéresser des partenaires financiers. Je ne peux pas le financer sur mes fonds propres, bien sûr. Donc, je cherche plutôt la voie du sponsoring, parce que c'est un projet c'est une belle machine, c'est un bel engin, c'est quelque chose d'original. Aller face au vent, je pense que c'est assez vendeur au niveau média. Et aujourd'hui, une entreprise qui subventionne un projet, qui aide un projet dans le domaine de transition énergétique, c'est intéressant au niveau image, et tout à fait positif. Combien il coûtera le bateau une fois développé? Le programme global, j'ai donné un chiffre sur le site internet, le programme global qui est de l'ordre de 3 millions d'euros, mais ça inclut à la fois les études, ça inclut le bateau, ça inclut tout le processus médiatique et le personnel pour faire le naviguer, pour tout faire. Bon, en tous les cas, toutes les infos pour tout savoir de l'Archinaut, c'est sur www.archinaut.fr. Mais ce bateau, l'Archinaut, il faudra, comme les bateaux traditionnels, le caréner. Alors,
Le carénage, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, tout le monde n'a pas la chance d'être marin, c'est l'action de nettoyer la partie de la coque immergée d'un bateau, une sorte de révision qu'il faut faire à peu près tous les ans. Je me trompe pas trop, Gaëtan Fouquet. Oui, tous les ans. Alors vous êtes originaire de l'île de Sein, Oui. et vous étiez justement obligé d'aller en cale sèche à Audierne pour caréner. Vous avez donc conçu une aire de carénage mobile. C'est ça l'origine du projet? C'est ça l'origine du projet, oui. Confronté au problème, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire. J'ai tâtonné au départ, bien sûr, mais ça fonctionnait, on va dire, plus ou moins bien. Je me suis dit, si ça fonctionne ici, ça doit pouvoir fonctionner ailleurs. Et donc, de là est partie l'idée de monter une société. Ça s'appelle donc Carène Écolo. On l'installe en combien de temps? On la déplace comment? Enfin, comment ça se passe concrètement, cette aire de carénage mobile? L'ensemble du système tient dans une petite remorque routière qu'on peut traîner derrière une voiture, hein, ou derrière un petit utilitaire. On met en gros 30 minutes pour installer le système de bâche de récupération. Et au bout de 30 minutes, on peut emmener le premier bateau sur la zone de lavage et commencer le nettoyage. Alors, sur quel type de surface? Alors là, sur la vidéo, on voit un terre-plein. Sur un terre-plein, sur une cale pavée, une cale en béton, une cale en ciment, une cale en enrobé. On n'a plus besoin de faire appel au génie civil, de faire une cale spécifique pour cette utilisation. Il suffit qu'il y ait 3% de pente pour que le système puisse fonctionner. Donc que l'eau puisse ruisseler en fait sur les bâches de récupération. Ça s'adresse à qui? Alors ça s'adresse aux petits ports de plaisance, pas vraiment aux particuliers, aux ports de plaisance, aux associations de plaisanciers, aux communautés de communes, aux petits chantiers navals qui souhaiteraient s'équiper, se mettre aux normes. Alors on parlait tout à l'heure des eaux qui se déversent dans la pente à 3%. En quoi il est écolo le projet justement, où vont ces eaux usées du carénage? Alors ces eaux sont récupérées donc par une pompe et elles sont traitées en continu par la station de lavage qui est donc dans la remorque. Et la filtration se fait sur 7 étapes différentes. Et lorsque l'eau ressort de la station, eh bien, elle est propre. Elle est pratiquement complètement dépolluée. On peut pratiquement la boire. Ah oui, carrément. Alors, le projet a dû être homologué parce que la législation interdit le carénage. Enfin, interdisant en tous les cas jusqu'ici, en dehors des aires de carénage. Absolument. Vous avez dû batailler un petit peu. C'est interdit de caréner n'importe où. Les rejets de polluants dans l'eau sont complètement interdits. Et c'est justement parce que vous filtrez les eaux que ça a été homologué. Nous filtrons l'ensemble des eaux et nous avons donc dû passer des tests auprès de l'agence de l'eau pour être agréés au niveau de l'agence de l'eau. Nous sommes donc agréés Vague Bleue Carénage depuis le mois de septembre. C'est tout récent. Et cet agrément donne la possibilité pour les chantiers navals d'avoir des subventions pour s'équiper. D'accord. Alors justement, ça coûte combien? Est-ce qu'il y a un aspect économique? Est-ce que c'est avantageux financièrement de faire son carénage avec Carène Écolo? C'est avantageux pour la personne qui doit s'équiper d'une aire de carénage. La législation dit que tous les ports doivent être équipés, donc c'est intéressant. À partir du moment où on n'a pas de génie civil à faire, de béton à couler, on n'a plus cette partie-là, donc le coût est beaucoup plus intéressant. Et alors, vous n'avez pas peur que les chantiers navals qui, eux, Carène, vous regardent un peu d'un mauvais œil, ils voient là une concurrence forte? Ça ne sera pas... Je ne serai pas leur concurrent. Par contre, les autres chantiers navals qui pourraient s'équiper deviendront pour eux des concurrents. Donc je les invite fortement à s'équiper également. Il y a déjà des ports équipés Pour l'instant, non. On est en phase de démarrage. On vient juste d'avoir l'agrément. Donc on est en phase de faire découvrir le produit, parce que tout ce qui est innovant doit être médiatisé pour se faire connaître. Et donc on est en phase de démarrage. On participe au salon nautique cette année. Donc on va essayer de faire découvrir notre procédé. On parlait de la COP21 tout à l'heure. Vos deux projets ont le point commun d'être basés sur l'écologie. Pour vous, l'avenir dans le nautisme, c'est vraiment ça? C'est un des points qui va être primordial. On ne pourra plus faire tout ce qu'on a fait auparavant, c'est sûr. Charles-Henri? Oui, c'est très important de sortir des énergies fossiles pour tout ce qui est la navigation. Et il y a moyen, je veux dire, des projets vôtres, ils vont être aidés justement parce qu'ils vont dans ce sens-là? On espère. On vous le souhaite aussi. Alors, j'ai pas dit votre site internet pour retrouver toutes les infos sur Carène Écolo. C'est sur www.carenécolo.fr.
FR. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on souhaite bon vent à vos projets qui seront montrés au Salon Nautique à Paris pour Karen Écolo dès ce week-end, et puis à Paris également, mais hors du Salon Nautique pour Archinautes. Et puis, si vous voulez découvrir d'autres projets étonnants dans le domaine maritime, retrouvez un dossier spécial consacré à ce sujet dans le Journal des entreprises qui paraît ce vendredi. Voilà. Et tout de suite, on passe à l'instant culture. Et pour commencer, Gwen, honneur aux femmes. Oui, Pauline, avec la Bossa Muffin de Flavia Coelho. Déjà, ça chante, quand on dit. C'est joli. Donc, la chanteuse puise dans ses origines brésiliennes pour habiller son reggae de rythme torride. C'est à savourer ce vendredi 4 décembre à l'Armorica à Plouguerneau. Et puis, Cœur de pirate poursuit sa tournée. La demoiselle fait étape à la Carène à Brest. Donc, la Carène, c'est la salle de spectacle. Ce n'est pas le carénage. Oui, brestois. Donc, ce samedi 5 décembre, l'artiste québécoise à la voix enfantine singulière vient jouer les titres pop-folk de son 3e album baptisé Roses. On va écouter, Gwen, un extrait de Oublie-moi. C'est le premier single de ce 3e album. Mais laisse-moi tomber. Et oublie-moi, parcours ces flots, efface mes pas, car c'est le temps, et c'est le temps qui nous guidera. Et on poursuit en musique, Gwen, avec le Before du festival No Border. En effet, Pauline, le 5e festival des musiques populaires du monde revient à Brest du 10 au 13 décembre. Et en prélude aux festivités brestoises, le festival s'invite sur différentes scènes du Finistère. C'est donc le Before du festival No Border. On va pouvoir notamment découvrir le duo Lynn Bellard et Rosen Talek vendredi à la MJC de Douarnenez, ce vendredi 4 décembre. Le groupe congolais Nzimbu, samedi 5 à l'espace du Roudois à Saint-Martin-des-Champs, ou encore le projet franco-chinois mené par Wang Li et Yom, samedi 5 également au Renard Pince à Châteaulin, ou encore le duo du Bas, rencontre vocale basque et bretonne autour de chants de femmes, samedi 5 décembre à l'espace Kérodi de Plougon. Et on n'a pas résisté, on regarde un extrait du duo du Bas. Voilà, et après les harmonies vocales, avis aux amateurs de guitare, Gwen. Et direction d'abord l'archipel de Fouenan pour aller applaudir ce jeudi 3 décembre l'un des virtuoses de la guitare classique espagnole, à savoir Mauricio Díaz-Álvarez. Il revisite dans son récital le répertoire des grands compositeurs tels Albéniz, Bach ou Manuel de Falla. Et puis le guitariste brestois Yann Kefeléan s'est associé à un autre guitariste, Gilles Guérif, pour réaliser un album instrumental baptisé Rutiam, typiquement brestois. Donc pour fêter la sortie de cet opus, le duo se produit ce jeudi 3 décembre au Vauban à Brest. On regarde ce que ça donne en images. Allez, un peu d'humour et de théâtre maintenant. Alors, Marié à tout prix, c'est le titre d'une pièce de boulevard portée par Thierry Beccaro et Dominique Delacoste. Alors, Dominique Delacoste, pour la situer, c'est la fameuse Gisèle des Vampes, le duo humoriste. L'histoire, c'est celle d'un homme endetté qui doit se marier dans les 10 jours pour obtenir le soutien financier de son grand-père. Et la suite est à découvrir vendredi 4 décembre au Centre des Arts de Concarneau et également dimanche 6 décembre à l'espace Glenmore Carré. Et on regarde la bande-annonce. Flower 28. Chouquette 36. Le mec, elle a fait la bouffe, le ménage, la vaisselle, la lessive. Elle a torché vos gosses, elle a rigolé vos slips. Vous attendez quoi d'une femme? Bah, qu'elle se repose. Les alliances. Grand-père m'a prêté les siennes. Très bien. Les demoiselles d'honneur. Idem.
Voilà, enfin, on rappelle que ce week-end, vendredi et samedi, c'est le Téléthon. Dans le Finistère, de multiples rendez-vous sont programmés, mais on vous détaille tout ça jeudi soir dans l'Instant T, justement, ça tombe bien. Merci beaucoup, Gwen. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce jeudi à 18h30 sur TBO, vous retrouvez votre magazine de musique en breton, c'est Harvest Café bien sûr, et on vous met l'eau à la bouche avec un petit extrait de la Crazy Braze Academy numéro 5. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.